je vais vous parler, moi, de macro-biodiversité, contrairement à beaucoup de choses dont vous avez entendu parler sur la microfaune et les micro-organismes. Et puis les relations, même si Marc-André les a un petit peu décriées ce matin, entre cette macro-biodiversité et le fonctionnement des sols et des sols agricoles en particulier. Donc je viens de Bordeaux Sciences Agro, comme vient de le dire Patrice, et j'enseigne évidemment à nos futurs ingénieurs agronomes ces relations complexes entre pratiques agricoles, fonctionnement des agrosystèmes et puis cette biodiversité qui m'intéresse particulièrement et dont on entend de plus en plus parler évidemment dans le monde agricole pour ses bienfaits en particulier sur le fonctionnement de ces sols. Et puis je travaille plus particulièrement en tant que chercheur à une unité sur le site bordelais qui s'intéresse au système viticole. Donc il y aura quelques exemples par-ci par-là sur ces systèmes viticoles qui vous concernent pour la plupart pas directement, quoiqu'il y ait une petite question tout à l'heure sur les vignes. Mais si ça vous intéresse, j'ai aussi plus d'informations, plus de choses à partager sur cette faune, en particulier dans les systèmes viticoles. C'est dans l'autre sens. Donc voilà, présentation assez classique, mon rôle d'enseignant, avec trois grandes parties, petit 1, petit 2, petit 3. La méso, la macrofaune, illustration un petit peu de la diversité et de leurs traits, même si on a déjà parlé de macrofaune et de lombric ce matin. Qu'est-ce qu'ils font sous terre, et en particulier leur fonction, leur relation avec ces micro-organismes et comment ils peuvent accélérer ces relations de dégradation notamment et de recyclage de la matière organique et de fertilité des sols. Et puis quelques diapos, quelques éclairages, ce ne sera évidemment pas exhaustif, sur les impacts des pratiques agricoles sur cette biodiversité. Donc beaucoup d'animaux, donc là je parle d'animaux de taille raisonnable, qu'on peut percevoir à l'œil nu, même si certains font à peine quelques millimètres, vont utiliser le sol pour se réfugier. Donc ils vont utiliser, certains sont des insectes ravageurs associés aux cultures, vont utiliser le sol pour se réfugier et se protéger de certaines conditions climatiques à certaines périodes. D'autres vont utiliser aussi ce sol pour une partie de leur vie. Ce n'est pas ceux-là qui vont nous intéresser directement, mais plus exactement ce qu'on va appeler des géobiontes, c'est-à-dire des organismes qui présentent la plupart du temps des capacités de dispersion, de déplacement assez limitées, des lombrics, des micro-arthropodes, et qui vont dépendre en particulier de ces ressources en matière organique, soit directement en consommant cette matière organique en dégradation, soit en consommant, comme l'a dit Marc-André ce matin, les micro-organismes en consommant du mycélium, des bactéries, des nématodes, d'autres organismes du sol. Donc vivre plus ou moins en lien avec cette matière organique. Donc ils sont très nombreux, on en aperçoit certains au détour de travaux dans les parcelles agricoles ou tout simplement dans les milieux naturels à leur période d'activité. Ils peuvent être très abondants. Donc alors évidemment moins abondants que tout ce qui est microfaune et micro-organismes, mais néanmoins plusieurs milliers d'individus, donc des densités tout à fait normales de lombric ou de la macrofaune de 50 à 100 individus sur ce petit cube de terre de 50 par 50. Et puis plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'individus qui constituent la mésofaune, donc qui sont les micro-arthropodes que je vais vous présenter dans quelques instants. Alors, si on se replace un petit peu dans tout l'ensemble des taxons qui constituent la biodiversité du sol, on a beaucoup parlé de cette microflore et de cette microfaune. Moi, je m'intéresse plutôt à ceux qu'on peut voir un peu plus importants, donc de l'ordre de 1 à 2 mm, et en particulier tout un tas de taxons, de micro-arthropodes qui peuplent les sols. Un premier taxon, alors vous les connaissez pour ceux qui ont quelques allergies, avec une certaine famille d'acariens qu'on peut retrouver en particulier dans nos maisons, mais il y a tout un tas d'acariens, et notamment du taxon des oribates qu'on va retrouver spécifiquement inféodés au sol et associés à la matière organique. Alors ils sont extrêmement diversifiés, et ils peuvent effectivement, avoir des densités très élevées, plusieurs également milliers, dizaines de milliers par mètre carré de sol, et on peut les retrouver de façon très abondante dans les sols. Donc ils vont avoir des taux de reproduction de manière générale assez faibles, et donc vont réagir aussi à la quantité de matière organique disponible. Tout ça pour commencer à mettre en relation évidemment les pratiques agricoles, la quantité de ressources disponibles et leur abondance dans les parcelles. Pardon. D'autres représentants plus anecdotiques, on est sur des groupes qui sont assez proches des insectes vrais, donc 3 paires de pattes,
Vous pouvez essayer de les distinguer, les diploures et les protoures, donc des taxons assez peu diversifiés, 700 et 800 espèces décrites pour ces taxons, et qui sont des indicateurs biologiques intéressants. Souvent, leur abondance, leur présence dans les parcelles agricoles ou dans les sols de manière générale indique une bonne ou une moins bonne qualité biologique des sols. Ils sont assez sensibles à la perturbation, à la concentration de certains polluants ou l'utilisation de certains pesticides. Et donc, plusieurs travaux mettent en évidence effectivement que leur présence dans les parcelles indique une bonne qualité biologique par rapport à certaines pratiques. Et puis enfin, le groupe le mieux connu, je dirais, et le plus étudié, c'est le taxon des colamboles, donc qui sont à nouveau un groupe de biodiversité assez proche des insectes, avec ces 3 paires de pattes et puis des organes un peu spécifiques. Alors, ils peuvent être très, très abondants et très nombreux dans les sols agricoles, plusieurs dizaines de milliers d'individus par mètre carré, et puis sont beaucoup plus diversifiés que les autres groupes que j'ai présentés précédemment, avec à l'échelle mondiale 8000 espèces décrites et plus de 2000 en France. Et on retrouve des abondances et une diversité très importante dans les milieux agricoles. Alors, on les appelle comme ça parce qu'ils sont de leur nom d'un organe un peu spécifique qu'on aperçoit entre leurs pattes, le colophore, qui est un organe sensitif qui leur permet de percevoir leur milieu et dont on pensait il y a quelques années effectivement qu'il leur servait justement de coller au support, donc d'où le nom de calcicole colambole. Pour la citer, Folsomia candida est une des espèces modèles qui est utilisée en laboratoire, notamment pour l'homologation des produits phytosanitaires. Donc elle est élevée en conditions contrôlées et on va évaluer l'effet indirect de certains produits phytosanitaires sur la mortalité, la dynamique de population de cette espèce de colambole. Donc on peut la retrouver en milieu agricole et c'est une espèce aussi qui est utilisée pour certains élevages en conditions contrôlées. Elle dispose aussi d'un organe bien spécifique. La plupart de ces colamboles, à bout de leur abdomen, une furca. Donc il s'agit d'un organe sauteur qui est assez caractéristique également de cet embranchement et qui va leur permettre, pour les espèces qui vivent à la surface du sol, de pouvoir effectuer des bonds assez impressionnants par rapport à leur taille. Donc vous voyez, elles font maximum 2-3 mm. On peut apercevoir les plus grosses espèces à l'œil nu et s'échapper en cas de prédateur en déployant leur furca. La macrofaune, les lombriques, je vais rapidement passer dessus. Marc-André en a déjà passé ce matin et vous les observez, vous les connaissez évidemment mieux à travers les différents suivis que vous pouvez faire dans certaines de vos parcelles. Juste pour signaler, dans le cadre d'un projet qui justement s'intéresse aux espèces patrimoniales d'intérêt pour la conservation de la biodiversité, le département 64 a mis en place une initiative assez récente qui s'appelle les 64 Fantastiques, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui s'intéresse à la distribution et cherche à sensibiliser au niveau du département à travers 64 espèces, dont une en particulier que sont les vers de terre Sceroteca. Donc c'est un genre de vers de terre, des vers de terre géants qui peuvent faire 50, 60, 70, 80 cm de long. Donc vous les avez peut-être observés. Si certains l'ont fait, ça m'intéresse vivement. N'hésitez pas à me le dire à la fin de cet exposé. Et notamment sont a priori associés avec certains veracrysols qui sont parfois cultivés, donc des sols profonds, les sols de Touya, que vous appelez peut-être plutôt comme ça. Et donc on va chercher notamment à mettre en évidence et à relier à des observations anciennes de ces vers géants Sceroteca dans le département. Je passe rapidement, c'est des choses que vous avez sûrement déjà dû entendre parler. On distingue ces lombriques en 3 groupes fonctionnels un peu différents en fonction de leur taille, leur milieu de vie, avec des espèces qui vont plutôt vivre en superficie et plus en profondeur, et puis ces fameux anéciques que vous avez évoquées déjà, Marc-André Sellos, ce matin, avec la production de turicules, et puis ces galeries verticales notamment, ces allers-retours entre les horizons plus profonds et plus en surface, qui sont d'intérêt pour ces espèces. Ça fait partie évidemment de leur trait biologique, et puis aussi d'intérêt pour les productions agricoles et un certain nombre de services écologiques dans les parcelles agricoles. Alors les caractéristiques générales de tous ces taxons, que ce soit les micro-insectes ou ces lombriques, ils sont caractérisés par un besoin d'humidité assez important. Ce sont des insectes ou les lombriques qui sont assez peu résistants à la déshydratation, donc qui vont présenter soit des adaptations comportementales, des mouvements qui vont leur permettre d'éviter justement ces périodes de sécheresse ou de froid plus intenses.
ou un certain nombre de stratégies d'enquistement, notamment pour les espèces les plus petites de nématodes ou également pour les lombriques, une sorte de protection pour éviter justement les périodes de sécheresse et permettre de recoloniser le sol, les parcelles, lorsque les conditions leur sont plus favorables. Et puis, ils sont évidemment très dépendants de la température. Ces organismes, leur activité est directement liée à la température du sol. Et donc, on a évidemment dans le sol une température relativement tamponnée par rapport au milieu extérieur, mais ils vont subir aussi évidemment ces variations annuelles avec des phases de vie ralenties et puis des phases de vie plus favorables. Donc, ça suggère évidemment tout un tas de migrations verticales, alors pas sur des dizaines de mètres de profondeur, mais sur quelques centimètres, dizaines de centimètres de profondeur. On peut observer effectivement chez certaines de ces espèces une colonisation à des profondeurs plus ou moins importantes, et donc une optimisation de la vie entre justement des conditions plus favorables en termes de température et d'humidité, ou défavorables si les températures sont trop élevées et l'humidité tend à descendre dans le sol. Donc là, un petit exemple sur une espèce d'anécycle, Lombricus terrestris, que vous avez tous observé pour ceux qui aiment éventuellement aller pêcher. C'est évidemment c'est les lombrics assez communs, et on voit ici ça sur ce graphique à différentes saisons la répartition des individus en fonction de la profondeur. Donc ici en haut, 0,10, ça constitue les premiers centimètres de sol, jusqu'à, vous voyez, des individus qui vont descendre à 60-90 cm de profondeur. Et on voit qu'en fonction de la saison, en automne, on a des conditions d'humidité et de température favorables. Au printemps aussi, on a des individus qui sont plutôt à la surface. Et puis ici, on est sur des sols continentaux, donc avec un refroidissement important l'hiver. On a un maximum d'individus qui vont se situer à 30-60 cm de profondeur, de même qu'en été, des profondeurs un peu intermédiaires. Donc on voit que la même espèce, les mêmes individus vont se déplacer et optimiser justement pour bénéficier des meilleures conditions pour leur vie, d'humidité suffisante et température également suffisante pour leur activité. Ils vont présenter aussi, ces espèces, des adaptations assez étranges, en quelque sorte, à la vie en profondeur, des adaptations morphologiques. On va trouver, notamment chez les espèces de colamboles, des adaptations assez spécifiques avec, entre les espèces qu'on trouve directement dans la litière à la surface et puis à quelques centimètres de profondeur, différents caractères morphologiques, notamment diminution de la taille, avec des espèces plus grandes qu'on dit épiédaphiques, et puis des espèces plus petites, plus cryptiques, qu'on va pouvoir observer un peu plus en profondeur. D'autres variations, d'autres critères morphologiques, avec par exemple ici la furcade dont je vous parlais tout à l'heure, l'organe sauteur, qu'on va retrouver majoritairement sur les espèces qui vivent en superficie. On va retrouver également une disparition progressive de la pigmentation. On va retrouver ça aussi chez les lombriques, avec des espèces qui présentent une pigmentation de l'épiderme pour celles qui vivent à la surface, et puis une dépigmentation pour les espèces qui vivent un peu plus en profondeur, donc très adaptées à cette vie où là, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus beaucoup de place, et il y a une matière organique, une disponibilité de la ressource un peu plus faible. Voilà, pour faire un zoom, elles sont dotées pour la plupart des espèces de petits yeux, de petites ocelles, et donc on va aussi observer une disparition, une régression de ces organes au fur et à mesure que les espèces sont plus adaptées à la vie en profondeur. Donc petit résumé, une grande diversité d'espèces, on en a déjà parlé ce matin, vont peupler les sols. On a des connaissances aujourd'hui assez partielles sur leur distribution, leur diversité, et en particulier dans les milieux agricoles, qui n'ont pas fait l'objet d'inventaires très importants du point de vue justement de ces micro-arthropodes, de ces colamboles. Elles présentent des adaptations bien spécifiques à leur milieu de vie, et on cherche aujourd'hui un peu à en savoir plus justement sur leur adaptation, l'influence des pratiques agricoles sur leur diversité. Qu'est-ce qu'ils font sous terre ? Bon, ça, on se doutait évidemment qu'il y avait un rôle déjà évoqué ce matin avec la matière organique. Je vais passer un peu rapidement sur ces diapos qui ont déjà été présentés. Donc, ils vont évidemment, je rebondis juste sur cet aspect-là. Marc-André l'a évoqué ce matin, ils utilisent la matière organique soit directement pour se nourrir, soit ils vont effectivement brouter du mycélium de champignons, des bactéries pour pouvoir se développer. Et ils sont néanmoins assez importants. Il y a plusieurs études qui ont montré ces effets-là, ces colamboles, ces lombriques.
ils vont catalyser l'activité microbienne, ils sont vraiment des accélérateurs de cette activité de dégradation, et ils vont aussi être impliqués dans ces processus de dissémination et de recombinaison. En fait, en absorbant ces micro-organismes, ils vont aller les éjecter un petit peu plus loin, ils vont favoriser justement cette digestion de ces micro-organismes. Et donc, vu qu'ils ne sont pas beaucoup plus gros, mais un petit peu quand même, ils vont disséminer et participer activement à cette dégradation des résidus de culture, des adventices, etc., qui sont présentes dans les parcelles. Dernier effet, notamment mis en évidence pour les lombriques, j'en parlerai juste après, ils sont impliqués dans la dégradation, notamment à travers leur tractus digestif, de la dégradation de certains polluants et aussi de certains pesticides. Donc on a notamment mis en évidence des relations entre l'abondance de ces lombriques et puis la dégradation de certains pesticides. Alors pas forcément sans conséquence sur leur vie, mais néanmoins ça permet aussi de dégrader ces produits qui peuvent être utilisés dans les parcelles agricoles. Ça je passe, vous en avez déjà entendu parler. Juste pour vous montrer rapidement cette macroporosité et cette relation entre les galeries de vers de terre et puis l'infiltration de l'eau, une petite expérience en conditions contrôlées où on voit que après plusieurs semaines d'expérimentation et en fonction du nombre de vers de terre qui sont impactés, on voit qu'on a évidemment, comme attendu, une augmentation assez importante du nombre de galeries dans tous les sens. Et ça, ce nombre de galeries, ces macroporosités liées aux vers de terre, elle va avoir un impact direct sur la dégradation de certaines molécules organiques et puis sur l'infiltration de l'eau qui va être directement liée à cette persistance de ces galeries dans les sols agricoles. Donc avec des effets, une expérimentation un peu ancienne mais néanmoins assez originale où les chercheurs ont cherché à mettre en évidence quel était le devenir de l'eau, donc on imagine des précipitations en surface, soit lorsqu'elles passaient à travers une galerie de lombriques, soit directement à travers un tuyau, une paille. Et donc de voir effectivement quels étaient le devenir de certains produits, et notamment là ici nitrate, ou ici, en l'occurrence une molécule, un pesticide, l'atrazine. Et ils ont notamment mis en évidence que cette concentration d'atrazine était beaucoup plus faible lorsque les précipitations étaient passées par la galerie du ver de terre, donc avec tous ces processus de dégradation de ces métabolites. Alors, il y a peut-être d'autres produits qui sont récoltés ensuite, mais néanmoins, ce qu'a évoqué Marc-André Sellos ce matin, une accumulation de micro-organismes, tous ces exudats qui sont produits, ces turicules qui sont produits par les vers de terre, vont favoriser la dégradation de certains produits et vont modifier également la disponibilité de certains éléments minéraux qui sont ensuite remis à disposition pour les plantes. Il en a parlé également, c'est évidemment le processus fondamental de bioturbation avec ce mélange qu'il a très bien illustré, mieux que moi, entre cette matière organique et puis cette matière minérale qu'on va retrouver en dessous. Une petite expérimentation est en relation avec la stabilité des sols. Vous en parlez beaucoup, en tout cas je pense avec AgroRéseau, les relations entre érosion, stabilité de ces agrégats dans les sols et puis présence ou non de certains de ces vers de terre ou variation entre les différentes pratiques que vous pouvez mettre en place. Là ici a été notamment mis en évidence que la présence de vers de terre avait une influence significative avec une augmentation significative de la taille des agrégats. Donc ce sont ces agrégats qui vont rester stables dans le temps, y compris lorsqu'ils sont soumis à des précipitations plus ou moins importantes. Et alors ça donne effectivement des ordres de grandeur qui sont pas réellement... on ne sait pas trop ce que ça représente en termes de résistance vis-à-vis de certaines précipitations ou d'érosion, mais néanmoins, on a plus du double du volume du sol qui est constitué d'agrégats plus solides, plus gros, en présence de vers de terre, comparativement à des situations où les vers de terre ont été exclus. Ils sont également, tous ces organismes, ils fournissent un certain nombre de fonctions, de services, dont je viens de rapidement vous parler, et ils sont aussi à la base de tout un réseau écologique, donc on a évoqué un petit peu tout à l'heure à travers une question, c'est ces fameux auxiliaires. En fait, les auxiliaires de culture qui s'attaquent à certains ravageurs qui peuvent poser problème vont aussi bien pouvoir se nourrir de tous ces organismes du sol, de tous ces décomposeurs, aussi bien de d'autres ravageurs de culture. Et donc on voit un peu la complémentarité qu'il peut y avoir entre cette biodiversité du sol qui est
va rendre un certain nombre de services et dégrader cette matière organique, participer à la dégradation de cette matière organique. Et puis, tous ces auxiliaires qui vont jouer un rôle aussi bien de régulateur de ces décomposeurs, mais aussi potentiellement aider à diminuer les pressions de topins ou d'autres ravageurs associés aux cultures. Enfin, dernière partie, si je suis toujours... tout va bien. Donc, quelle relation entre cette biodiversité, ces services que j'ai évoqués, infiltration de l'eau, dégradation, et puis relation avec certaines pratiques agricoles. Je vous fais quelques focus sur quelques résultats issus de différents travaux. Et puis, je finirai par vous présenter quelques maigres résultats qui ont été collectés avec les étudiants de Bordeaux Sciences Agro ces dernières années, cette dernière année, sur quelques parcelles d'agriculteurs participant à AgroRéseau 64. Donc, comme l'a évoqué ce matin, les lombrics qui sont évidemment directement affectés par certaines pratiques. Donc ici, notamment issus les travaux de l'Observatoire participatif des vers de terre à l'Université de Rennes, où notamment Daniel Cluzot a mis en évidence effectivement des réponses et des moyennes en nombre d'individus assez différentes entre les différents types d'occupation des sols. On a évoqué avec Marc-André ce matin effectivement les différences qu'on pouvait observer entre des systèmes prairiaux et puis des systèmes en culture, où on est aux alentours de 150-200 lombrics par... alors ici, c'est individus par mètre carré, donc c'est ça, jusqu'à plus de 350-400 individus par mètre carré dans des systèmes prairiaux. Donc on voit effectivement que la perturbation, le labour notamment, le travail mécanique, même l'implantation des cultures à travers les semis, va avoir un impact négatif, destructeur, direct sur l'abondance d'un certain nombre de ces lombrics. Et c'est notamment les individus épigés, que je vous ai rapidement présentés tout à l'heure, ceux qui vont vivre en surface du sol, qui vont directement, la plupart du temps, subir cette perturbation. Ils sont directement en contact des résidus de culture, de cette matière organique, mais ils sont aussi directement en contact des travaux agricoles qui peuvent être appliqués dans les parcelles. Et donc, on observe de manière générale une réduction assez importante de leur diversité et de leur abondance dans les parcelles cultivées. Alors, c'est un résultat très, très partiel, mais pour rejoindre un petit peu ce qui a été évoqué précédemment, on tend en tout cas à mettre en évidence que les parcelles gérées en agroforesterie, avec cet apport, avec cette complémentarité et cet apport de matière organique lié à la présence de l'arbre, tend à augmenter effectivement les ressources et favoriser en tout cas une tendance à une augmentation de l'abondance par rapport à des territoires agricoles où on a une disparition, une augmentation de la taille des parcelles. Alors en forêt, si effectivement, bonne remarque, on pourrait s'attendre à avoir une quantité de ressources très importante et donc une moindre perturbation. Et en fait, on va avoir des systèmes qui sont fermés. La lumière n'arrive pas au sol, la température a du mal à augmenter. Et donc en fait, on va aussi défavoriser ces espèces puisqu'on a des conditions là, ici, de température qui peuvent être assez défavorables. Donc on va retrouver certaines espèces qui vont tolérer ces conditions un peu moins favorables, mais c'est bien dans les systèmes ouverts où on va retrouver les abondances les plus élevées, puisqu'on va avoir un bon compromis entre humidité et puis température du sol. Donc, comme je le disais, le travail mécanique va induire une mortalité directe des lombrics. Là, ici, différentes modalités qui sont comparées sur deux types de sols, avec le labour ici, labour en forte profondeur, et puis jusqu'à des modalités en grande culture de non-travail du sol, technique culturelle simplifiée, où on voit effectivement cette tendance générale, même s'il y a une certaine variabilité observée en fonction des types de sol, à une augmentation de cette densité de lombric avec la réduction du travail du sol. On retrouve les mêmes résultats dans d'autres systèmes. Donc là, ici, système en arboriculture, en viticulture, où effectivement, plus la perturbation mécanique est intense et moins on a effectivement une abondance élevée de ces lombrics. Qu'est-ce qu'il en est pour ces petits colamboles, donc ces micro-arthropodes qu'on va retrouver dans les sols? On obtient à peu près les mêmes résultats de façon assez non surprenante. Là, ici, une comparaison entre l'abondance de ces colamboles
dans des parcelles de blé d'hiver entre un conventional tillage, donc un labour traditionnel à 25 cm de profondeur, et puis ici ce qu'ils ont appelé un système éco, où on a une herse légère uniquement de faible profondeur, 5-10 cm. Et donc ils ont comparé ces deux modalités dans les mêmes parcelles avec le fait d'incorporer ou d'exporter la paille suite à la récolte du blé. Et donc ce qu'ils ont mis en évidence, c'est que le facteur matière organique, incorporation ou export de la paille avait peu d'impact sur l'abondance de ces espèces, mais que par contre, on avait un facteur 4 en abondance dans les parcelles qui étaient donc aux alentours de 100 colamboles pour 500 ml de sol et jusqu'à 400 colamboles pour 500 ml de sol. Donc, vous voyez, ça fait effectivement pas grand-chose, mais si vous multipliez ça à l'échelle d'une parcelle, ça fait quelques dizaines de milliers d'individus, et donc un facteur très très important multiplicatif de l'abondance de ces espèces dans ces deux modalités de gestion du sol. Et de façon aussi intéressante, je n'entrerai pas trop dans le détail, ils ont cherché à regarder si c'était les mêmes espèces qui étaient présentes entre ces deux types de gestion. Et donc, ils ont mis notamment en évidence que, au-delà de l'effet sur l'abondance, c'était aussi un effet sur la communauté. C'est-à-dire que, alors c'est une analyse bien complexe, mais en tout cas, ce que ça dit, c'est que, en gros, à droite, vous avez les parcelles en labour superficiel, en travail superficiel, et puis à gauche ici, vous avez les espèces de colamboles qu'on retrouve dans les parcelles labourées, et qu'on avait une opposition assez importante et très significative avec des espèces typiquement associées aux parcelles peu travaillées, au travail superficiel, et puis des espèces qu'on retrouvait à une moindre diversité dans les parcelles labourées. Donc on sélectionne des espèces et on a des abondances qui sont totalement différentes. Rapidement, petit résultat aussi en vignoble. On retrouve un peu ce genre de résultat avec notamment là ici, vous voyez, entre 2 et une dizaine d'espèces, et puis les enherbements permanents qu'on peut mettre en place entre les rangs de vignes semblent héberger une diversité beaucoup plus élevée de ces colamboles comparativement aux interrangs travaillés ou même aux interrangs où on a à la fois une combinaison entre un couvert hivernal installé et puis un travail du sol durant la saison. Donc des modalités un peu intermédiaires ne semblent pas non plus être assez favorables à la diversité de ces colamboles. Donc c'est bien effectivement la moindre perturbation du sol et des différentes couches, des différents horizons qui semblent bénéficier à l'intégralité de cette communauté. Toutes les espèces vont trouver leurs ressources et leur habitat dans les parcelles. Je reviens notamment au lombric, aux conséquences sur la macroporosité qui était illustrée à travers cette augmentation importante du nombre de galeries dans le sol. Ça se traduit effectivement, si on compare à nouveau deux modalités, des parcelles en travail superficiel et des travails en labour, à différentes profondeurs. On va retrouver cette différence importante entre abondance de lombric et puis le pourcentage de macropores, donc des trous de taille supérieure à 2 mm. Et donc on voit ici que dans les premiers horizons superficiels, peu importe qu'on soit en travail réduit ou en labour, on a eu des valeurs assez similaires de macropores, de macro-trous dans les sols, mais au fur et à mesure qu'on va s'enfoncer, et donc effectivement que les lombrics ici à 20, 30, 45 cm ne sont pas directement impactés par ce travail du sol superficiel, on a une valeur beaucoup plus élevée et un pourcentage de macropores, une densité de macroporosité beaucoup plus élevée dans les parcelles avec un travail superficiel comparé au travail labouré. On retrouve un petit peu une tendance en fin de graphique avec une diminution de cette macroporosité, y compris dans les parcelles en travail superficiel, en TCS, qui peut être due justement à des phénomènes de compaction, de tassement, qui vont aussi impacter l'activité, la densité des lombrics dans les parcelles. Enfin, et je passerai rapidement parce que ça a également été évoqué ce matin par Marc-André, la structure des agrégats, comme je l'ai montré tout à l'heure, bénéficie directement de l'implantation de ces couverts temporaires. Donc ici, c'est le diamètre moyen des agrégats qui sont observés dans des différentes parcelles en présence d'un couvert à gauche en vert, en présence d'un couvert et dans une parcelle labourée
en orange, et puis uniquement dans une parcelle labourée sans couvert hivernal en rouge. Et on voit effectivement là sur ce graphique que les deux dernières modalités sont assez similaires. On a les mêmes tailles des petits agrégats, et puis on a une augmentation très importante et significative de la taille de ces agrégats dans les parcelles où on a installation de ce couvert hivernal et un minimum de perturbation, donc pas de labour impliqué dans ces parcelles. Donc on voit que la biodiversité est impactée, l'abondance des lombrics est impactée, l'abondance des colamboles, des micro-arthropodes est affectée, et que ça se traduit aussi assez directement avec des phénomènes d'infiltration, la densité de macroporosité ou la taille des agrégats qui vont avoir un rôle évidemment très important sur la résistance à l'érosion des sols. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que, effectivement, ces pratiques intensives de labour, je n'ai pas fait le focus sur certains pesticides, mais effectivement, notamment les micro-arthropodes vont réagir à l'utilisation de certains produits insecticides. Plus ces pratiques sont intensives, plus on observe effectivement une diminution globale de la diversité et de l'abondance de ces organismes. En gros, plus la perturbation, l'intensité du labour, la profondeur du labour est élevée, et moins on observe effectivement de densité et de diversité pour ces groupes. Il y a de plus en plus de recherches et on tend à observer effectivement des effets en lien avec la structure, la fertilité des sols, mais on a pour l'instant un peu de mal à faire ces liaisons évidentes entre ce niveau de diversité et puis les fonctions, les services associés au sol. Rapidement, pour les présenter, vous montrer quelques résultats. Donc là, c'est les parcelles qui ont été inventoriées à travers le très délicat travail réalisé lors du printemps dernier avec les étudiants de Bordeaux Sciences Agro. Donc on est dans le cadre d'un projet tutoré où les étudiants vont mettre en place un certain nombre de protocoles sur la biodiversité, sur la fertilité des sols, sur le développement des couverts dans différentes parcelles. Donc un partenariat amorcé en 2020 avec AgroRéseau 64 et qui s'est concrétisé par des inventaires alors un peu perturbés par la situation sanitaire au printemps dernier chez 7 agriculteurs, 7 parcelles du réseau. Donc un travail évidemment très formateur pour les étudiants. L'idée, c'est qu'effectivement, ils mettent eux-mêmes en place un certain nombre de protocoles qui puissent observer cette biodiversité, observer cette structure des sols, et puis évidemment qu'ils puissent aussi rencontrer directement, pas uniquement de manière théorique, mais des agriculteurs et se confronter aussi aux difficultés, aux techniques appliquées par ces agriculteurs. Et donc voilà pour vous montrer quelques tendances qui rejoignent complètement ce qu'on peut observer dans la littérature ou dans des études beaucoup plus larges. Alors on avait évidemment un problème un petit peu de mesure, de réplication des mesures, mais si on regarde effectivement l'abondance de nos lombriques moyennes dans la parcelle labourée comparativement aux parcelles en semi-direct ou en TCS, on observe cette augmentation avec notamment certaines parcelles qui présentent des abondances très élevées en technique culturelle simplifiée, au-delà de 500-600 individus, 600 lombriques par mètre carré, donc des abondances presque au-delà des valeurs observées dans des systèmes prairiaux. De la même manière pour les micro-arthropodes, alors quelque chose d'un peu, là ici, un peu moins significatif, mais je vais vous montrer un autre résultat plus marquant juste après, où là ici, la richesse des micro-arthropodes, donc les petits insectes qui nous intéressaient ont été prélevés et inventoriés au laboratoire par les étudiants. Et on a pu mettre en évidence, là ici, des différences assez faibles avec des richesses assez similaires entre les différents itinéraires. Par contre, et c'est d'autant plus intéressant, il y a le développement aujourd'hui d'un indice de qualité biologique en rapport avec l'abondance des lombriques et puis l'abondance et la diversité de ces micro-arthropodes. Et on a notamment mis en évidence que cet indice biologique, alors avec un nombre limité de parcelles, avait tendance à largement augmenter, donc avec des scores d'indice de qualité biologique les plus élevés observés aussi bien dans les parcelles en semi-direct que les parcelles en technique culturelle simplifiée, comparativement aux scores observés plus faibles dans la parcelle labourée. Donc je dis bien que ce sont des résultats très intermédiaires et que l'idée, c'est évidemment de poursuivre ces collectes d'informations, ces collectes de données,
et puis de pouvoir comparer d'autres parcelles, d'autres itinéraires dans les mois à venir, j'espère. Et puis d'autres choses qu'on a commencé à évoquer, mais qui me semblent aussi également importantes, mais pas forcément l'objet de cette journée. Qu'est-ce qu'il en est de ces différents couverts, de ces différentes pratiques sur d'autres compartiments bioagresseurs, limaces, topins, scutigérelles, avec des relations qui tendent à être mises en évidence, notamment sur d'autres systèmes cultivés, les relations entre la diversité de cette faune du sol et puis la diversité des auxiliaires. Et parmi ces auxiliaires, on va retrouver notamment des choses dont vous avez déjà entendu parler, notamment avec Jean-Pierre Sartou qu'on a évoqué, les carabes, les araignées, qui sont aussi bien des prédateurs des organismes du sol, mais également des prédateurs potentiels, des ravageurs associés aux plantes cultivées. Voilà, merci de votre attention. Merci évidemment aux collègues et puis à tous les étudiants qui ont fait notamment les relevés et ceux qui les feront les suivants. Et on a, je pense, le temps pour quelques questions si vous en avez. Merci.